projecteur sur l'Afrique qui bouge à travers les innovations et les expériences qui font bouger les lignes. Une occasion de réfléchir aussi sur la marche de l'Afrique avec nos invités. Aujourd'hui, nous allons parler de l'avenir de la santé et du développement dans un contexte géopolitique bien troublé. C'est l'heure d'Initiative Africa. Bienvenue à toutes et à tous. Voici le sommaire de votre magazine. Sensibiliser aux défis de la santé en Afrique, mais aussi former et dépister, notre invité Éric Maville a décidé de concilier solidarité et innovation pour combattre le fléau des maladies sur le continent. Il a même réussi à convertir le secteur privé à sa mission. Il est notre invité du jour. Et justement, cette nécessité d'innover dans la santé et le développement devient plus d'actualité que jamais. Vous le savez peut-être, l'agence de développement américaine USAID a annoncé l'arrêt de plus de 80% de ses programmes. Comment l'Afrique peut-elle relever le défi d'une nouvelle ère du développement avec moins de ressources financières étrangères? C'est l'une des questions que notre journaliste Laurent Soustras a posées à notre invité Éric Maville, un expert de la santé, fondateur de l'association Santé en entreprise. Éric Maville, bonjour et bienvenue sur Initiative Africa. Vous avez créé en 2011 l'association Santé en entreprise pour promouvoir la santé au milieu du travail. De quoi s'agit-il et à quoi avez-vous voulu remédier? Nous avons créé effectivement Santé en entreprise avec des chefs d'entreprise en 2011, ça fait bientôt donc 15 ans. Nous sommes partis du constat qu'il fallait un endroit, un cadre, pour que ces dirigeants, plutôt dirigeants de grands groupes français qui opéraient aussi en Afrique, réfléchissent, partagent ensemble certaines préoccupations, certains enjeux en matière de santé et puissent, pourquoi pas, aussi mettre en place ce qu'on appelle des projets collaboratifs, c'est-à-dire des projets où ils mettent ensemble des moyens pour, par exemple, promouvoir la santé. On parlait beaucoup de VIH à l'époque. Beaucoup. Ces grands groupes étaient confrontés à des problèmes très concrets de cadres qui pouvaient être exposés à ces maladies, de paludisme aussi qui a toujours été un sujet. Et l'idée est partie, donc l'initiative est partie de là, avec maintenant des actions qui se mènent dans une dizaine de pays en Afrique. Alors pourquoi la situation de l'Afrique est-elle particulière dans le domaine de la santé? J'imagine qu'il y a plusieurs raisons. La couverture médicale ou la précarité de la couverture médicale, la croissance des maladies non transmissibles. L'Afrique est d'abord confrontée à un sujet sur la santé qui est celui d'un secteur qui est vraiment sous-financé. Vraiment sous-financé, qui dépend beaucoup de financement extérieur. Il y a un manque d'infrastructures, souvent, ou avec des infrastructures qui sont hospitalières et des établissements de santé qui sont souvent concentrés dans les capitales. Et puis quand on sort des grandes capitales, à l'intérieur des pays, il y a très peu de possibilités d'accès aux soins. Et l'autre élément qui est celui de maladies qui concerne l'Afrique particulièrement. Si on prend l'exemple du paludisme, c'est 90% des cas sont en Afrique. Le VIH, la tuberculose, donc c'est déjà toutes ces grandes maladies transmissibles, l'Afrique se retrouve un petit peu l'épicentre de ces grandes maladies. Et il se trouve qu'avec la transition démographique, le fait qu'il y ait un certain vieillissement de la population et surtout un changement des modes de vie, l'Afrique se retrouve aussi maintenant confrontée avec des problèmes qu'on pensait être ceux des pays du Nord, des pays riches, que sont le diabète, les maladies cardiovasculaires. Et il y a aujourd'hui des prévisions qui montrent que l'Afrique connaîtra d'ici donc c'est dans pas trop longtemps, d'ici 2045, un doublement du nombre, plus d'un doublement du nombre de diabétiques. Donc c'est le continent sur lequel il y aura le plus de difficultés d'ailleurs à prévoir de ce côté-là. Donc voilà, tout ça fait que ça représente beaucoup de défis à relever et quand on est une entreprise, on doit en tenir compte. Alors justement, pour vous adapter aux besoins et aux conditions du continent africain, vous avez créé les caravanes de la santé. Comment fonctionnent-elles exactement? Alors justement, par rapport à ces difficultés d'accès aux soins, on s'est dit qu'il valait peut-être mieux penser à des dispositifs itinérants, mobiles, connectés. On a commencé à connecter aussi ces caravanes, surtout un petit peu avant le Covid, qui aillent au-devant des populations.
pour proposer de la sensibilisation, de l'éducation à la santé, faire ce qu'on appelle de l'évaluation des facteurs de risque et proposer du dépistage précoce. Parce que plus tôt on dépiste, comme vous le savez, certaines maladies, plus on retarde les complications et moins ça coûte de les prendre en charge. Donc les caravanes, c'est vraiment ça. Et concrètement, on a donc des unités assez légères. On a plutôt choisi l'option de prendre des véhicules qui peuvent aller tout terrain, vraiment légers. C'est-à-dire que ça peut être conduit par une infirmière. À bord, il y a absolument tout. Tous les dispositifs médicaux, tout le matériel, les consommables, pour faire du dépistage de l'hépatite, du diabète, de l'hypertension artérielle. Et la connexion qu'on a avec un système de collecte de données qui est embarqué permet de collecter des données, sujet important, parce que dans beaucoup de pays, il manque de données. Il y a des régions dans lesquelles on ne connaît pas la prévalence de certaines maladies. Et donc, c'est une solution aujourd'hui que nous déployons dans plus de 8 pays, notamment la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Guinée, le Bénin, le Togo, entre autres, et le Cameroun. Et c'est une solution qui est regardée de plus en plus par les pays parce que ça peut les aider à répondre justement à ce besoin d'offrir des solutions, un accès à la santé à des populations qui sont assez éloignées du système de santé. L'une des missions des caravanes, justement, c'est le 3e âge. Alors, quelles sont les spécificités, les urgences dans cette tranche d'âge en Afrique ? Surtout en matière de maladies non transmissibles, comme le diabète, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires. Dans ce qu'on appelle les seniors, en fait, les 3e âge, pour nous, ça commence en fait à partir de 40 ans. Souvent, ce sont des adultes. Beaucoup sont encore en activité. Et beaucoup, dans cette tranche d'âge-là, on se rend compte que les hommes comme les femmes ont un problème d'accès au diagnostic précoce. Donc, c'est là où on se dit, s'il y a une différence à faire sur ces maladies-là, c'est de cibler particulièrement cette population adulte. Donc, c'est pour ça qu'il a fallu qu'on axe, on s'est dit, on va donner la priorité dans les caravanes à cette population en les ciblant. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas dépister des gens plus jeunes, mais disons qu'on va aller en priorité au-devant de ces populations. Le sport maintenant. Il y a eu la première édition du sommet sur les investissements dans les systèmes de santé en Afrique qui s'est tenu à Abidjan en février dernier. Et on a beaucoup parlé du lien entre santé et sport. Est-ce que c'est le début d'une prise de conscience en Afrique ? Oui, vraiment. On peut dire qu'il y a une véritable prise de conscience des avantages de l'activité physique et du sport comme moyen de prévention, pour de prévenir justement toutes ces maladies non transmissibles. Donc il commence à y avoir des initiatives, des complexes sportifs qui se développent sur financement public-privé. Les entreprises commencent également elles-mêmes à faire venir sur le lieu de travail des intervenants pour sensibiliser leurs employés sur ces sujets-là. Et en dehors des entreprises, dans les collectivités, on a des grandes initiatives qui commencent à développer. Alors, je vais citer la caravane Educafoot qui arrive bientôt justement, où avec la fondation de l'UEFA, on a une caravane qu'on a axée sur la thématique du sport santé, pour promouvoir justement l'activité physique au quotidien, et des campagnes maintenant qu'on axe complètement sur ce sujet, pour sensibiliser avec des challenges de pas, pour dire aux gens, vous faites pendant une semaine vos 7500 pas par jour, et on va vous dire tous les bienfaits que ça représente pour vous-même. Et puis, si on peut le faire dans le cadre d'un challenge où c'est convivial, eh bien, ça crée de la convivialité, ça crée du lien entre les gens. Et voilà. Donc, il y a une vraie prise de conscience, et tant mieux. C'est tant mieux. Alors on le sait tous, le secteur du développement traverse une période très sombre avec la suppression de plus de 80% des programmes de l'aide américaine. Vous qui êtes un spécialiste de ces questions et avez des partenaires en Afrique, quelles conséquences voyez-vous se profiler ? C'est dramatique ce qui est en train de se passer. Je pense qu'il faut vraiment prendre conscience qu'aujourd'hui, on a des programmes qui sont à l'arrêt. Très concrètement, des programmes par exemple, de mise sous traitement de personnes qui vivent avec la tuberculose, le VIH, les distributions par exemple, de campagnes de moustiquaires pour lutter contre le paludisme, qui sont à l'arrêt. Pour les personnes qui sont sous traitement arrêté, la perspective qu'on puisse plus les soigner, c'est dramatique, c'est-à-dire qu'il y a un risque même de décès. Et donc,
moi, je pense que ce qu'on voit, c'est des gens, des organisations qui étaient financées, des pays par des financements américains, qui se demandent comment est-ce qu'ils vont faire pour passer l'année, et qui sont également, très concrètement, pour certaines ONG, en train de licencier du personnel et d'arrêter des programmes. Donc, c'est dramatique, mais peut-être que c'est en même temps une occasion de se poser des vraies questions sur ce qu'on appelle la souveraineté sanitaire des pays en Afrique. Quelles actions recommanderiez-vous dans le secteur de la santé aux pays africains pour sortir de cette dépendance à l'aide publique au développement, une aide qui devient assez aléatoire finalement? Il faudrait qu'au niveau de l'Union africaine, il y ait une initiative pour que tous les pays africains décident d'augmenter les moyens, les budgets mis pour la santé. Ça, c'est vraiment une urgence. Et que les grands bailleurs, autres que ceux américains, en tout cas, aussi s'interrogent sur ce qu'ils peuvent redéployer comme moyen. Puis il y a le secteur privé. C'est le moment aussi de s'interroger sur les financements innovants, notamment qu'on peut avoir par le secteur privé pour lever des fonds. Les caravanes de la santé sont justement sponsorisées, par exemple, par le secteur privé. On parle beaucoup des partenariats publics-privés. Quels sont les avantages et les écueils qu'il faut éviter quand on fait appel au secteur privé? La difficulté Alors, il faut voir que l'avantage du privé, c'est d'avoir des ressources qui sont assez directes, en fait. Je veux dire, c'est plus facile et souvent moins long d'obtenir des financements privés. Parce que quand on est sur du public, des appels à projets, il y a des circuits qui sont évidemment beaucoup plus longs. Il y a une lenteur aussi des décaissements. C'est pas parce qu'on a obtenu la subvention qu'on l'aura tout de suite. Et souvent, on obtient le solde alors que l'action est terminée depuis longtemps. L'avantage avec le privé, c'est de l'argent qui est disponible. C'est oui, c'est non. Mais quand on vous dit cet argent est là pour l'année, vous savez que vous pouvez fonctionner. L'écueil et la difficulté, c'est qu'une entreprise, elle ne va pas vous garantir un financement sur 5 ans. Hein. C'est souvent du ponctuel. Donc il faut vraiment essayer le plus possible de mettre ensemble, et c'est ce qu'on essaie de faire, de mettre ensemble plusieurs partenaires privés, de faire ce qu'on appelle de la mutualisation de ressources et d'aller chercher des financements publics pour avoir ces deux volets, marcher un peu sur nos deux jambes, comme on dit. Alors vous faites sans cesse appel à l'innovation justement et vous avez créé des plateformes adaptées pour les professionnels de santé, notamment leur formation. Quel impact voyez-vous l'intelligence artificielle avoir sur tout ce dispositif de santé? Comment est-ce que vous travaillez vous-même sur ce segment? De deux manières. Premièrement, nous avons vu à quel point aujourd'hui il y a un écosystème de ce qu'on appelle les startups et de la santé numérique, où il y a un foisonnement incroyable de startups qui développent vraiment des solutions extraordinaires. La difficulté qu'ont ces startups souvent, c'est de passer du prototype ou à l'échelle, quoi, hein, et à trouver des financements. Donc on a d'abord mis en place une plateforme qui s'appelle Santé numérique, Santé pour tous en français, Health Tech for Good en anglais, pour déjà détecter, surtout dans les pays francophones, les startups qui développent des solutions, on va dire, prometteuses. Souvent, c'est des startups qui ont besoin qu'on les accompagne sur comment on fait un business plan, comment on gère la communication, voilà, des choses assez concrètes, hein, avoir son site internet, etc. Bon, ça, c'est la première chose qu'on l'on fait en matière d'innovation. La deuxième chose, c'est la formation. Il n'y a pas beaucoup de médecins. Donc il faut beaucoup miser aussi sur ce qu'on appelle les paramédicaux, les infirmiers, c'est-à-dire de dire on va tenir compte des difficultés de ressources humaines, de démographie médicale qu'il y a pour utiliser de la meilleure manière les médecins. Et puis l'autre chose, c'est, avec l'intelligence artificielle, c'est le sport santé. On a aujourd'hui des startups qui développent, et je pense, j'ai en tête une startup du Ghana qui développe une solution qui est le coach sportif virtuel avec l'IA. On est capable de faire des choses extraordinaires avec l'IA. Et nous, dans le cadre des caravanes, ce sont des solutions qu'on intègre aujourd'hui. C'est de l'innovation qu'il faut bien, évidemment, calibrer, bien intégrer pour avoir
un service qui soit d'un bout à l'autre de qualité, permettre de soigner les gens, de faire de la prévention, parce qu'on n'a pas assez de ressources humaines en place, quoi. Donc, et qu'on peut faire beaucoup de choses avec des intervenants qui interviennent à distance. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour nous le rôle que doit jouer l'innovation, mais on ne pourra pas remplacer les gens. La ressource humaine, elle restera importante. Il faudra encore miser sur l'humain quand on parle de santé. Voilà, Initiative Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'interview d'Éric Maville ainsi que nos émissions sur notre site africaonair.com et bien sûr, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux et à liker, partager, commenter avec le hashtag Initiative Africa. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, même chaîne, même heure, je vous donne rendez-vous avec Business Africa. Bonne semaine à tous et à la semaine prochaine.